Salut, c'est Manon Bril, bienvenue dans le vlog de thèse, le vlog où je vous explique mon activité de thésarde. Et pour ceux qui y arrivent pour la première fois, sachez que j'ai rendu ma thèse, donc le manuscrit écrit, il y a quelques semaines. Vous pouvez voir cette conclusion dans le vlog précédent. Et donc j'avais dit que je ferais un vlog pour vous expliquer ce que j'avais fait avant les années de rédaction dans mon doctorat, puisque le vlog n'a commencé que pendant la rédaction. On est le 17 mai et je vais chercher ma thèse à l'imprimeur, ça va être énorme. Ça y est, je vais aller tout chercher. Et voilà, le bébé. Je suis maman d'un bon paquet de papier. L'accouchement s'est passé dans la douleur, il faut le savoir. La finition, ça a été un enfer. Donc là, je m'adresse à tous les doctorants qui se préparent à approcher du rendu de la thèse. Il faut surtout pas faire comme j'ai fait, mon expérience vous servira. C'est-à-dire qu'il y a une tonne de démarches administratives de merde à faire. Et je m'en suis souciée au dernier moment totalement, parce qu'en fait tu dois avoir un délai de minimum 6 semaines entre le moment où tu rends totalement fini toute la paperasse administrative aussi, etc., l'envoi de la thèse à tes jurés et machin, et la soutenance. L'imprimeur a été génial, donc je lui fais un placement de produit gratos parce qu'il a été trop bien. Si vous êtes toulousain et que vous avez besoin d'imprimer, c'était à la Corep en centre-ville. Il a été super top, je l'ai eu au téléphone tout le temps dès qu'il avait besoin de modifier un truc et tout. D'ailleurs c'était vraiment pas cher pour ce que c'est. Le manuscrit a édité en 7 volumes, juste en noir et blanc, donc de presque 500 pages. Il y en avait pour 167 €. Et du coup, j'ai payé beaucoup plus cher parce que j'ai en plus un catalogue en couleur, ça coûte très cher, donc en tout j'en ai eu pour 570 €. Mais c'est vraiment pas cher par rapport à d'autres imprimeurs en fait. Là je n'ose pas ouvrir les volumes, je juste regarder de loin comme ça, parce que en gros, regardez comme c'est beau quand même, les images couleurs du catalogue, ouh. Ça va le melon, tranquille. Je me souviens quand j'ai retiré mon master, je l'ai retiré à l'imprimeur, pareil. Je l'ai ouvert, là, bim, je suis tombée sur une coquille. C'est obligé qu'il reste des coquilles, c'est certain, il y en a toujours, même après 10 000 relectures. Donc là, je suis en mode... Trop tard, je peux plus rien faire, je ne l'ouvre pas, je n'y touche pas, je veux pas bader. Donc c'est pour dire, les doctorants, pensez à acter votre date de soutenance et votre jury. Souciez-vous de ça dans le mois avant le rendu, parce qu'il y a plein d'allers-retours de merde, de papier, de bidule et trucs. Prochaine étape, c'est donc les rapporteurs qui sont 2 des membres de mon jury, qui vont émettre un avis sur la thèse, et en fonction de cet avis, l'école doctorale va autoriser la soutenance ou non. Donc je sais pas encore si je vais pouvoir soutenir. Mais j'ai confiance en mes directeurs pour pas m'avoir laissé envoyer un truc qui est pas soutenable. Éventuellement, c'est un peu moyen et c'est critiquable et tout, mais normalement ils m'ont corrigé, surcorrigé. Des fois tu sais pas trop quand tes directeurs te suivent pas du tout, tu pars un peu à l'aveugle, mais là moi c'est pas du tout le cas, ils m'ont beaucoup encadré. Mais du coup c'est une très bonne chose de faite et je vais pouvoir, une fois tout ça passé, parce que la soutenance ça se prépare sérieusement quand même évidemment, enfin me lancer à fond dans YouTube, yeah. Allez, je vous laisse, je vais aller au festival L'Histoire à venir, où j'étais l'an dernier, c'était trop bien, j'avais rencontré Patrick Boucheron, j'en avais parlé en vlog aussi, et cette année je participe à une table ronde pour parler de mon activité de vulgarisatrice, et j'ai le plaisir et l'honneur d'introduire pour sa conférence Johann Chapoutot, très grand chercheur de l'histoire du nazisme et de l'utilisation de l'Antiquité par le nazisme. Et c'est la classe. Et en plus, j'ai déjà eu la chance de le rencontrer parce qu'il était dans mon comité de thèse. C'est une espèce de bilan que tu fais à mi-parcours. C'est une discussion avec tes directeurs et des extérieurs, pareil, de où t'en es, de ta thèse, comment t'as avancé et tout. Donc on avait fait ça avec lui, entre autres. C'était trop cool. Et je vous fais des bisous. Salut vous! Alors aujourd'hui je vais répondre à la question. Alors ok, 50 thèses maintenant, d'accord? T'as commencé à rédiger il y a 1 an et demi. T'as foutu quoi pendant les autres années avant? Hein? Autre question? Bah oui, parce que j'ai commencé ce vlog de thèse à la rédaction. Je vous ai pas raconté ce que je faisais avant et vous vous demandez peut-être en quoi ça consiste. Le taf de doctorant, évidemment. La rédaction c'est que la fin du travail. Alors, moult étapes. Déjà, les premières années, la première année surtout, c'est une année où tu tâtonnes. Tu cherches à déjà un peu comprendre comment ça marche l'université. Enfin, c'est autre chose que la licence ou le master, hein, trouver ta place dans le labo. Alors surtout en histoire où t'es très livré à toi-même. Hein. C'est très variable suivant les disciplines, mais nous on n'a pas d'horaire de bureau à faire ou quoi. Donc en gros on a des laboratoires à disposition avec des salles, ça dépend des facs, des labos, etc. Ça vous l'avez vu plusieurs fois pendant le vlog. Ça fait très longtemps que je suis pas allée à la fac puisqu'elle a été fermée depuis de longs mois, même si maintenant c'est ouvert. Donc la première année tu cherches un peu, tu essayes d'affiner ton sujet. T'as un projet de base mais il va se préciser pendant tout au long de tes années de recherche
recherche, en fonction de ce que tu trouves ou trouves pas, si c'est trop vaste, tu vas écarter des choses ou non. Donc première année, moi j'ai commencé par lire de la bibliographie, donc les références universitaires, les livres qui sont sur ton sujet, que les historiens avant toi ont produit. J'ai commencé à récolter des sources aussi, donc à constituer ce qu'on appelle le corpus. Le corpus, c'est l'ensemble de tes sources historiques que tu étudies. En gros, moi je ramasse des images d'Athéna, donc j'en ai collecté des tonnes et des tonnes. Alors comment je fais? Par exemple, je vais aux archives et je dépouille des cartons d'archives de ma période 19e, parce que moi je travaille sur toutes les images produites par ou pour l'État contenant Athéna. Donc par exemple les en-têtes de courrier officiel, etc. Je suis allée consulter des collections, par exemple d'estampes au cabinet, des estampes à la BNF. J'ai dépouillé des catalogues de médailles, de monnaies. J'ai épluché les timbres, les monuments aux morts, etc. J'ai aussi récolté des images en me baladant dans les rues, par exemple à Paris, mais pas que, en regardant les façades de monuments publics, en prenant des photos, en repérant comme ça et ensuite en allant lire des monographies, donc des ouvrages consacrés à ces monuments par exemple. J'ai lu pas mal de bouquins sur les bâtiments du Louvre, sur l'Arc de Triomphe. J'ai complété aussi des fois avec des sites de collectionneurs en ligne, donc voilà, donc ça c'est une enquête où tu récoltes. J'ai consigné tout ça dans ma base de données sur le logiciel FileMaker Pro, je vous en ai déjà dit, ce qui permet de naviguer dans les sources beaucoup plus facilement parce qu'à la fin j'en avais un peu moins de 600 quoi. Si tu fous ça sur un document Excel ou Word, c'est un peu le bordel. Donc le logiciel ça te permet de gérer ça. J'ai aussi fait beaucoup d'activités annexes. J'ai énormément participé aux réunions de labo. J'ai essayé de m'impliquer, de m'intéresser à la vie du labo. J'ai participé à plein de colloques et de journées d'études, donc tu vas écouter des chercheurs dans tes thématiques ou pas d'ailleurs, parce que ça fait du bien aussi de s'aérer l'esprit et de compléter par d'autres types de sujets. En fait tu peux trouver des passerelles très intéressantes dans d'autres disciplines ou des sujets un peu plus annexes, plus éloignés du tien. J'ai participé moi-même à des journées d'études et des colloques, donc ça prend beaucoup de temps. J'ai préparé des publications aussi. J'ai écrit un chapitre tout début de la thèse pour un ouvrage collectif de scientifiques. Il n'est jamais sorti. Je sais pas où ça en est, mais clairement j'ai écrit ça il y a 5 ans. C'est toujours pas sorti, donc je sais pas si ça va arriver, mais ça m'a pris bien 2 mois au début de ma thèse. Après c'était une super opportunité parce que je devais publier avec des chercheurs. Mais j'ai publié un article dans une revue, j'ai suivi des formations aussi. Alors ça j'imagine que c'est propre à chaque école doctorale. En gros, nous on a une centaine d'heures à valider de formations diverses et variées. Donc il y en avait des très utiles et d'autres carrément inintéressantes. J'ai fait des formations à Word, j'ai fait des formations à divers logiciels comme Zotero pour les notes de bas de page, etc. La première année de thèse, j'ai suivi les cours de licence 1 de lettres classiques en grec, juste le grec, parce que j'avais besoin d'avoir un peu des bases pour mon sujet. J'en avais déjà fait en master, et donc mine de rien, c'est du taf. Le grec, faut bachoter quand même. J'ai pas besoin de plus parce que mon sujet est pas un sujet d'histoire ancienne, mais d'histoire contemporaine, mais je peux être amenée à avoir des mots grecs dans certains articles, donc il me fallait juste des petites bases pour pouvoir me servir de ça. En tant que doctorant, tu peux être amené à donner des cours. Moi, j'ai donné des cours en licence, j'ai donné des cours d'histoire politique du 19e siècle et des cours de méthodologie pour des L1. J'ai donné ponctuellement des cours en master, genre une séance par-ci par-là pour aider des potes. Mais par contre, les cours de licence, à chaque fois, c'était en 2e et 3e année que j'ai fait ça et c'était tout un semestre. Et donc là, en général, quand tu fais ça, c'est très très prenant, c'est beaucoup de taf à préparer, même si t'as que 5 heures dans la semaine, c'est des gros cours quoi, c'est des cours de licence. Toi, il faut que tu révises tout, que tu réapprennes tout. T'apprends aussi des choses d'ailleurs quand tu prépares tes cours. Ça prend la tête, pas au sens négatif, mais ça t'occupe l'esprit beaucoup en mode il faut que je dise ça aux étudiants, j'ai pas rendu ce truc là, il faut que je corrige ça, merde là j'étais pas claire, etc. Donc c'est très prenant. Et c'est vrai que moi les semestres où j'avais cours, en général la thèse ça avançait presque pas. Donc t'es pas obligé de donner des cours, hein, mais comme moi j'avais un contrat doctoral, j'avais pas besoin de travailler à côté, donc j'avais le temps de le faire. Et c'est mieux pour ton dossier après si tu veux te mettre de conférences. Et puis j'ai aussi fait d'autres choses encore. Par exemple j'étais en charge de mettre en ligne la revue de mon labo. J'ai aussi été élue doctorante de mon labo et à l'école doctorale. Donc je représentais les autres doctorants pendant les conseils de labo et les conseils de l'école doctorale où il y a un certain nombre de décisions qui sont prises nous concernant. Ceci ça prenait du temps, on faisait des réunions entre nous, on essayait de mettre en place des choses pour les doctorants. Donc ça peut paraître bête, mais en fait tout ça cumulé, c'est des choses qui font que pendant ces années de thèse, t'es pas juste sur la thèse. Puis pendant ce temps, tu continues ton taf à côté, t'essayes d'amasser le plus de sources et de connaissances possible. Voilà donc ce que j'ai fait avant et pourquoi ça prend du temps. Et oui, c'est différent, très différent suivant les disciplines. Mais en histoire, une thèse en histoire de 5 ans, c'est très très banal. La moyenne dans mon école doctorale, c'est 6 ans. Donc je suis carrément dans les temps. Sachant que, encore une fois, c'est aussi parce que plein de gens travaillent à côté et que du coup, ils mettent plus de temps à faire leur thèse. Et c'est bien normal. Ça peut peut-être paraître pas tant que ça, mais en fait, ça prend beaucoup de temps. Tout ça, rien que lire et collecter tes sources, ça prend beaucoup de temps. Puis, par exemple, il faut se déplacer pour aller consulter telle source qui a perpète les oies, même s'il y a beaucoup de trucs en ligne maintenant. Et j'ai aussi fait un colloque à Londres, par exemple. Enfin, des fois, tu te déplaces. Voilà.
Donc je vais vous laisser là-dessus. Vous êtes plein à me faire la remarque de cette petite tub ailée. C'est drôle parce que j'en ai parlé au tout début, mais à chaque vlog, j'ai quelqu'un pour me faire la remarque. C'est Jo Pekadi qui fait ça. C'est très chouette, ça me fait rire. Elle fait plein d'estampes très belles. Je vous mets le lien en description si ça vous plaît, elle les vend. Voilà, allez bisous. Salut, on est le 29 mai. J'ai pas mal d'activités qui arrivent. Je décolle jeudi pour Strasbourg, je suis invitée au Parlement européen. J'avais déjà été à un événement pour ça envoyé par Google, enfin recommandé par Google, invité par la Commission européenne à Milan. Je vous avais mis des petites images dans un vlog précédent. Donc là, ils avaient aimé ma présentation, ils m'ont re-invité pour un truc à Strasbourg. Ensuite, samedi, je repars à Paris pour aller à la nuit originale. Ensuite, je vais à Valenciennes pour une table ronde au musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Hyper cool, avec plein d'intervenants de la culture. Ensuite, je retourne à Paris. Et ensuite, je pars une semaine en vacances avec ma mère et ma soeur en Crète. Enfin, les vacances. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Bisous. Salut, on est le 5 juin. Depuis ce soir, je suis arrivée à Valenciennes. Alors, je voulais répondre à quelques-unes de vos petites questions. Vous êtes plein à me dire pourquoi t'as pas fait ta thèse sur la tech. Donc c'est un logiciel, pour ceux qui connaissent pas, qui permet notamment de faire plus facilement de la mise en page, etc. Et bien tout simplement parce que je m'en suis bien sortie avec Word. En fait, si j'avais été un peu moins teubée, comme vous avez pu voir dans le vlog précédent, il y a des trucs que j'aurais pu faire mieux sans les faire à la main. Cela dit, ça s'est bien passé avec Word. J'avais pas d'image dans mon manuscrit de thèse, juste tout à part dans un catalogue après, donc pas de figure particulière, genre un tableau à un endroit, genre 3-4 images dans les annexes à la fin, mais c'était rien, et j'avais un énorme catalogue à côté. En fait, le truc c'est que la tech, il faut quand même un peu d'investissement pour s'y mettre et tout, et notamment, mais ça, comme visiblement vous savez mieux que moi, vous me corrigerez, on peut pas utiliser Zotero de la même manière sur la tech, ou alors faut savoir un peu plus toucher en informatique. Bah finalement, j'ai pas eu de problème technique, donc conseils comme ça qui me viennent, pensez à sauvegarder votre taf très régulièrement. Donc j'ai pas eu de problème de crash, tout s'est bien passé pour moi, mais on sait jamais. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je sauvais en permanence le soir le document que je venais d'écrire sur une Dropbox. Donc je l'avais aussi sur mon ordi, aussi sur la Dropbox, et de temps en temps je faisais une sauvegarde totale sur un disque dur. Pensez à ça, les sauvegardes, hein, quand j'étais élue doctorante, j'ai connu un abandon de thèse parce que crachage en fin de rédaction, tout perdu, là c'est mort. C'est bien d'avoir un truc dans le cloud quelque part, sur la Dropbox par exemple, ou Dropbox ou autre chose, hein, et un disque dur externe quelque part, et de préférence tu te balades pas avec ton ordi et ton disque dur externe, de manière à ce que si tu te fais voler ton sac, tu perds pas les deux. Vous êtes pas mal à me demander comment trouver des financements. C'est très différent suivant les disciplines. Donc je vais parler pour l'histoire, et même, je dirais même pour mon université. Alors déjà, comme je l'ai dit, on est très peu en sciences humaines à être financés. Super dur à avoir, on va pas se mentir. La plupart des gens, ils bossent à côté. Ou sinon, pour avoir une bourse, enfin c'est pas une bourse, c'est un contrat doctoral, ça s'appelle. Le schéma classique, c'est décrocher un contrat doctoral par son laboratoire qui nous présente à l'école doctorale, qui est notre administration. Et l'école doctorale, elle dispose par an d'un certain nombre de contrats doctoraux, donc, qui durent 3 ans. Donc c'était 1003 net par mois, un truc comme ça, et 1006 si tu donnais des cours en plus à la fac. Sachant que mon école doctorale, pour vous donner une idée, qui gère toute la socio, toute la géo, toute l'histoire, il y a plein d'échos, il y a de l'architecture, des tonnes de disciplines de laboratoires différents, donc beaucoup de doctorants, des centaines de doctorants. Mon école doctorale a par an, genre ça dépend des années, on va dire autour de 10 contrats doctoraux à donner en début de chaque année. Pour passer, ça dépend un peu des systèmes des écoles doctorales, mais nous on présentait un dossier, puis ensuite on faisait un oral. Il faut avoir le meilleur dossier possible, donc il faut avoir une super note à ton master. Si t'as pu faire des publis avant, c'est un plus. Moi j'en avais pas. Mais je suis pas passée par ce système-là. Je suis allée chercher ailleurs, parce que je savais que je l'aurais pas, parce que j'avais une candidate meilleure que moi dans mon labo. Et comme les labos classent aussi leurs candidats, en gros si t'es pas classé dans le premier... si t'es pas le premier des candidats que ton labo présente, déjà tu sais que... Enfin le système a changé maintenant d'ailleurs, enfin bref. Donc ça dépend un peu aussi des universités et des fonctionnements. Avec mes directeurs de thèse, on avait quand même essayé d'y postuler pour la forme, mais on savait que je l'aurais pas, et on est allé taper ailleurs, on est allé taper dans un LabEx. Donc c'est un groupement de laboratoires d'excellence. En gros, pareil, c'est l'État qui donne une grosse somme d'argent pour financer cet agglomérat de laboratoires qui vont se pencher sur plein d'axes de recherche pendant une durée déterminée. Et du coup, ce LabEx avait des sous pour financer chaque année 3 doctorants. Donc là, je suis allée taper à cette porte-là.
et je sais plus combien de dossiers on était à la base, et à la fin on devait être 15 à l'oral. Donc on a été 3 prix, donc là j'ai réussi à avoir un financement. Donc il faut défendre son dossier, il faut avoir le meilleur dossier, il faut faire un bon oral. Le mieux c'est d'être accompagné par son directeur de thèse. Il n'y a pas de secret là-dessus. Moi j'avais été super entraînée à l'oral et tout par exemple. Donc c'est rude, donc il faut réessayer l'année suivante, ce genre de truc. Tu peux commencer ta thèse aussi, il y a des gens qui font ça, puis qui essayent de postuler l'année suivante pour un financement, qui commencent à bosser de leur côté en attendant. Sinon, il y a des voies un peu plus alternatives aussi, il y a ce qu'on appelle les CIFRE. C'est des contrats avec des entreprises ou des partenariats, par exemple. En histoire, c'est relativement rare, alors qu'en sciences dures, on peut en avoir pas mal, des boîtes qui payent pour financer des doctorants pour qu'ils fassent une recherche sur un truc qui les intéresse à eux. Et éventuellement, en plus, c'est assez cool parce que souvent, c'est professionnalisant, parce que souvent, ils sont embauchés derrière, même si c'est pas obligé. En histoire, il n'y en a pas des masses parce que les entreprises, alors ça existe par exemple, moi je connais des gens qui ont des thèses financées par telle entreprise qui veut qu'on fasse l'histoire de son entreprise par exemple. Ça peut exister mais c'est globalement assez rare quand même. Je connaissais une copine qui avait une thèse en chiffres avec un musée. Ça veut quand même dire que quand tu es dans un type de contrat comme ça, tu bosses aussi pour l'entreprise qui t'emploie, puisque c'est eux qui payent. Donc tu as quand même un taf à côté, en vrai, tu fais ta thèse et tu bosses pour eux aussi. Mes potes au musée, elles avaient un boulot de musée, au musée en plus de leur recherche personnelle. Donc il y a des alternatives, mais en sciences humaines, ouais, c'est dur. C'est dur et il faut le prendre en compte parce que c'est pour ça que les thèses sont très longues. Moi je l'ai fait, vous pouvez le faire, il y en a d'autres qui vont faire. Il faut putain de s'en donner les moyens, vraiment. Il faut avoir un méga dossier, il faut se déchirer en master, en licence déjà. Vous posez des questions aussi sur comment on choisit son sujet. Est-ce qu'on peut changer en cours de route ? Comme je vous ai dit, il évolue. Le sujet, il évolue en fonction de ce qu'on découvre, on le façonne. Et là, d'ailleurs, je suis assez surprise du nombre de gens qui m'écrivent en me disant « Je fais un master ou une thèse sur YouTube, tel aspect sur YouTube, la vulgarisation sur YouTube. » Je vous jure, c'est un truc de malade, j'en ai, mais franchement, sincèrement, au moins une par mois, au moins. Et du coup, j'ai commencé à arrêter de répondre en fait parce que ça me prend un temps de dingue de faire 1 heure d'entretien à chaque fois ou de répondre aux questions à l'écrit, de prendre une demi-heure pour chaque personne. À chaque fois, je suis désolée, je sais que c'est dur de trouver des gens pour enquêter, pour faire son terrain. Mais du coup, ça me questionne, je me dis, dis donc, j'espère que tous ces gens, ils ont bien des sujets qui se recoupent pas trop les uns les autres parce que il y en a un paquet. Et en même temps, je me dis trop cool parce que ça veut dire qu'il va y avoir plein d'études sur mon métier, sur mon milieu, et du coup on va pouvoir avoir des réponses sur certains trucs très intéressants, je pense. Et pour répondre à la question aussi à propos du sujet que j'ai pu lire, est-ce qu'on se lasse ? Ça dépend vachement de gens et des sujets. Moi franchement pas du tout. Mais par exemple sur la chaîne YouTube, j'ai plus maintenant envie de changer les sujets, mais je pense que sur Athéna je serai encore capable de bosser. En fait on se rend pas compte. Ça paraît hyper spécifique, mais c'est incroyablement vaste aussi. Tout le temps ça, les thèses. Ça paraît incroyablement pointu aux gens, puis en fait c'est pour ceux qui sont dedans, c'est immense et on en fait à peine le tour, je pense. Ça me déplaît pas de changer, oui, je suis contente maintenant d'arriver au bout. Mais non, c'est cool. En fait, j'ai bien aimé toute la phase de recherche où je cherchais des Athéna partout. Et mes amis, ma famille y ont pris goût. Et en fait, tu rentres vite dans un jeu un peu de Où est Charlie ? Parce que tu guettes les femmes casquées. Enfin, du coup, j'ai un espèce de radar. Dès que je vois une statue avec un casque, une statue féminine avec un casque, ça me fait ding et tout. J'en perds direct maintenant. No regret. J'ai pas été saoulée. Peut-être que ça arrive à certains. Ça n'a pas été mon cas. Par rapport à la procrastination, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Parce que du coup, effectivement, c'est une grosse autodiscipline. Je pense qu'un truc bien, c'est de te dire il faut que je fasse un truc aujourd'hui. Même si c'est un truc un peu con-con, genre juste mettre en forme ma bibliographie, c'est mécanique, ça demande pas de réfléchir. Ou alors, aujourd'hui, je lis un chapitre. Aujourd'hui, j'ai écrit un paragraphe. C'est pas grave, c'est juste un paragraphe et c'était pendant une demi-heure, 1 heure, peu importe. Juste, j'ai fait un truc et j'ai pas décroché avec mon sujet. Et de temps en temps, c'est bien d'avoir une journée off, je pense. À la fin, tu peux pas, comme vous avez vu, à la fin, t'as plus le temps, c'est le sprint, t'es obligé, t'es pris par le temps. Sinon, c'est un travail de longue haleine, c'est important de se ménager. Attention, évidemment, je suis pas en train de vous dire de rien glander, sinon, de toute façon, ça va pas le faire, évidemment. Et déjà, ça enlève de la culpabilité qui est en fait très très négative pour l'estime de soi et l'efficacité au travail. Ça sert à quoi ? Pourquoi faire une thèse ? Malgré ce qu'en disent certains, oui, ça sert à la société pour comprendre qui on est, d'où on vient, etc. Même si oui, c'est vrai, il y a très peu de gens qui vont le lire, probablement, sauf si tu publies. Et il y a des gens qui en auront besoin un jour parce qu'ils vont avoir des sujets un peu dans la continuité de ce que toi t'as fait, etc. Et en fait, c'est une formation. C'est une formation pour devenir un chercheur. T'étais capable de livrer un travail de recherche, si ta thèse est validée, etc. Il y a plein de gens qui disent ça, ouais, mais du coup, super, t'as écrit un gros truc, personne va le lire. Mais parce que, en théorie, c'est pas juste
pour écrire un truc, c'est pour te développer des compétences, pour être apte à bosser à l'université. Voilà. Et ben je vais aller manger en bas. Je vous fais des bisous. Vous êtes très très mignons dans les commentaires, vraiment très assez touchant. En vrai, c'est cool et tout de lire toutes les félicitations, les encouragements. C'est pas que le côté on jette des fleurs ou quoi, c'est pas ça, c'est juste que oui, c'est épuisant, c'est super éprouvant, c'est dur. Et voilà, ça c'est touchant en fait de voir les gens qui suivent. Salut vous, on est le 8 juin et je viens de recevoir mes pré-rapports. Donc c'est 2 membres du jury qui font un rapport, qui émettent un avis sur la thèse et qui font un petit compte rendu de quelques pages et ils émettent un avis favorable ou non pour la soutenance. Et du coup j'ai reçu hier les 2 pré-rapports et ils sont vraiment très positifs. Donc je suis hyper contente, je m'attendais pas à ça. Il y en a un qui est positif, cool, et l'autre qui est vraiment élogieux, même si dans les 2 cas il y a des critiques et tout, c'est normal, c'est obligé. Mais du coup, waouh. Mais il y a des passages qui sont vraiment waouh, trop ouf. J'ai eu une fin de thèse difficile avec beaucoup de problèmes perso qui ont beaucoup affecté mon travail, plus la fin de thèse tout court, parce que ça c'est dur pour tout le monde quoi qu'il arrive. Et du coup je pensais vraiment que on allait passer en mode ric-rac, et là c'est carrément des rapports vraiment positifs. Donc enfin ouais, il y en a un notamment qui encourage à la publication de la thèse, ce qui est un très bon signe. Quand tu publies, c'est quand même un signe de reconnaissance. Donc là qu'il en parle dans le pré-rapport par exemple, c'est vraiment très cool. Donc il y a aussi des critiques bien sûr, et elles sont très intéressantes, et trucs que j'aurais pu analyser que j'ai pas analysé ou des choses comme ça, mais du coup c'est hyper intéressant parce que ça m'apporte des éléments que j'ai pas travaillé et qui sont carrément intéressants et pertinents pour la thèse. Donc c'est un apport très cool et ça veut dire qu'on va en discuter à la soutenance. Je vais débattre avec eux de ça, donc je vais pouvoir préparer ma soutenance en fonction de ce qu'ils ont dit. Donc c'est génial, je suis hyper heureuse. Et anecdotiquement ce soir c'est mon anniversaire et j'ai donc 2 méga trucs à fêter. Je vais probablement arrêter ce vlog ici d'ailleurs, je sais pas quand il sortira parce que je pars une semaine en vacances. Un énorme merci à tous pour votre soutien, n'hésitez pas à tiper, ça aide toujours beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à cocher la petite cloche pour avoir la notif, vous connaissez la chanson. Et pour ceux qui posent la question de est-ce que vous pouvez venir à la soutenance, j'ai fait exprès de pas trop vous donner la date précise parce que c'est public, donc en théorie vous avez complètement le droit de venir. Mais c'est pas une rencontre abonnée. Non pas que ça me fasse pas plaisir de vous voir, au contraire, les interactions avec vous sont très chouettes et très cool. Mais vous comprendrez, je pense que ce jour-là, je vais avoir besoin de toute ma tête pour un truc et je serai pas disponible pour parler à des gens que je ne connais pas. Ça va être un jour spécial où j'ai besoin d'être avec ma famille et mes amis et pas stressée par en plus un regard d'inconnu par exemple. Mais voilà, je vous dis ça vraiment en toute bienveillance. Par contre, je vous mettrai ça dans le prochain vlog. Ça sera le dernier vlog de thèse. Et donc, des gros bisous. Je vous quitte ici. Et voilà, je fais du meublage pendant 10 secondes, le temps de mettre l'écran de fin avec les abonnements et les partages. Abonne-toi, ciao!